Il y a des plages où on fait pas que bronzer. Alerta Malibu, c'est le meilleur moyen de prendre chaud sans se mouiller. Faut dire que rarement une série télé aura créé autant de remous. Les pectoraux de David Charvet, les formes volubiles de Pamela Anderson. On en oublierait presque que ces sauveteurs ont permis à la carrière de David Hasselhoff de reprendre un second souffle. Leurs audiences ont submergé la concurrence, transformant une plage de Californie en phénomène télévisuel. Et pourtant, on a presque frôlé la noyade, parce que les maîtres nageurs de Malibu ont connu des débuts qui auraient pu les envoyer par le fond. Alors comment ce programme est-il devenu l'un des plus gros monuments télévisés de la planète ? Pourquoi ces maillots rouges, ces ralentis et ces corps parfaits ont-ils beaucoup mieux voyagé que ces scénarios ? Et qu'est-ce que cette machine à fabriquer du fantasme a fait à ceux qu'elle a transformés en icônes ? Eh bien, restez jusqu'à la fin parce que vous n'êtes clairement pas au bout de vos surprises. Alors prenez vos serviettes, enfilez vos maillots, c'est parti pour une vidéo pleine de souvenirs. Et promis, je vais essayer d'arrêter les métaphores. L'histoire d'Alerta Malibu commence en 1977 sur la plage de Will Rogers, bien avant l'arrivée des gros bonnets. Ouais, désolé, du coup j'ai pas réussi. Un certain Greg Bonan y travaille comme sauveteur lorsqu'il repère plusieurs enfants emportés par le courant. Pour lui, c'est de la routine, il entre dans l'eau, il les récupère et il les ramène sur la plage. Seulement voilà, leur père, c'est pas tout à fait un vacancier comme les autres. Il s'appelle Stu Erwin Jr. et il travaille pour MTM Enterprise, une société de production dirigée par Grant Tinker qui prendra quelques années plus tard la tête de NBC. Ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme un coup de bol, parce que Bonan vient de sauver les enfants du seul homme qui possède exactement les contacts dont il a besoin. Faut dire qu'à cette époque, il réfléchit déjà à une série inspirée par ses collègues. Il voit bien ce que la télévision a fait avec les policiers, les médecins ou les pompiers. Autant de métiers qui produisent naturellement du danger et dont l'urgence peut permettre à des personnages de se révéler. Aux yeux de Greg, la plage, ça pourrait être un décor tout aussi intéressant. Après tout, un sauveteur doit repérer une personne dont les mouvements viennent de changer au milieu de centaines de baigneurs, et puis il faut atteindre cette victime avant qu'elle ne disparaisse, tout en sachant qu'une personne paniquée peut s'agripper à celui qui vient l'aider et l'entraîner avec elle. Après le sauvetage des petits garçons, il va donc à la rencontre de Stu pour lui présenter son projet, qu'il a alors baptisé ACES, pour Aquatic Corps for Emergency Service. Et l'homme dont il vient quand même de sauver les enfants, lui dit non. Alors il trouve l'idée intéressante, il l'encourage à continuer, mais il refuse de produire la série. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais Greg vient d'accomplir le meilleur pitch possible, démontrer le concept en conditions réelles devant un homme de télé, et ça suffit toujours pas. Pourtant il s'obstine. En parallèle, il est embauché dans une société spécialisée dans les documentaires sportifs, notamment pour les Jeux Olympiques. Et puis, il continue à travailler en parallèle sur son idée de série. Alors en 81, sur les conseils de sa maman, il abandonne le nom de Aquatic Corp machin chose là, qui devient Baywatch, un nom inspiré des bateaux de secours qui patrouillent dans la baie. C'est plus simple, c'est beaucoup moins administratif, mais c'est pas encore assez efficace pour convaincre Hollywood. Donc pendant plusieurs années, Bonan va continuer de proposer sa série sans jamais parvenir à la vendre. Et il finit par s'associer aux scénaristes Michael Berk et Douglas Schwartz, qui vont l'aider à transformer ses souvenirs de sauveteur en véritable programme. Eux, ce ne sont pas tout à fait des inconnus, puisqu'ils viennent de lancer la série Le Magicien avec David Rappaport. On en a parlé la semaine dernière dans une vidéo consacrée à 3 séries oubliées, donc je vous ai mis le lien dans la description si vous l'avez loupé. Mais à la base, même eux ne croient pas du tout à cette histoire de maître nageur. Bonan va alors les inviter à assister au jeu annuel des sauveteurs californiens, une grande compétition qui voit s'affronter les meilleures équipes de l'État dans des épreuves particulièrement physiques. Mais ce que veut Greg, c'est que les situations soient plausibles, que les gestes tiennent debout et que la plage ressemble à un lieu de travail plutôt qu'à un calendrier pour une marque de maillot de bain. Donc, pour éviter que les comédiens découvrent comment faire le bouche à bouche au dernier moment, la production va s'entourer de vrais sauveteurs. Et parmi eux, il y a Michael Newman. Il travaille également comme pompier. À la base, il devait juste servir de conseiller technique, mais vu qu'il est crédible et puis qu'il est plutôt beau gosse, on va l'embaucher. Et c'est assez marrant parce que son personnage porte son propre nom. Mais la vraie star du projet, c'est David Hasselhoff. À la base, le rôle avait été proposé à Tom Selleck, une autre gloire des années 80. Mais la moustache avait refusé l'invitation. Et c'est finalement l'interprète de Michael Knight qui va enfiler le slip. K2000 s'est arrêté en 86, mais l'acteur a pas vraiment besoin de courir les castings. La célèbre Pontiac noire a fait sa fortune. Parce qu'il a été malin, lui il se contentait pas d'un salaire fixe, non, il touchait une partie des bénéfices.
Une petite clause qui va lui rapporter des dizaines de millions en seulement 4 ans. Et pour la suite de sa carrière, il se lance dans la chanson, où il va battre à nouveau des records, notamment en Europe, avec des ventes totalement zinzin en Allemagne et en Autriche. Et gardez bien ça dans un coin de votre tête, parce que ça va avoir beaucoup d'importance pour la suite. Et si SLF accepte le projet de Greg Bonan, c'est parce qu'il sait qu'il peut enfin prouver au monde qu'il n'est pas uniquement un chevalier des temps modernes avec une coupe de cheveux permanentée. Mais à ce stade-là, Alerta Malibu n'est pas encore pensé comme une machine à fabriquer du fantasme. C'est le projet obstiné d'un professionnel qui tente depuis plus de 10 ans de convaincre la télé que ses collègues peuvent devenir des héros. Alors pour enfin obtenir une première saison, il va falloir convaincre NBC. Et après autant d'années à expliquer ce qu'un sauveteur peut vivre sur une plage, Bonan va devoir le montrer. Problème, il n'a pas vraiment les fonds nécessaires. Il va donc demander à l'équipe avec laquelle il travaille sur des documentaires sportifs de filmer ses collègues. Et finalement, après plusieurs allers-retours, la chaîne commande un téléfilm qui doit servir de pilote. Pour NBC, il doit prouver qu'une série sur des sauveteurs peut fonctionner comme un véritable drame professionnel. Mitch Buchanan y apparaît déjà comme le pilier de l'équipe, mais il n'est pas encore cette statue bronzée capable de régler tous les problèmes avant le coucher du soleil. C'est un homme divorcé dont le métier a largement contribué à détruire le mariage. Son ancienne femme veut protéger leur fils Obi d'un père toujours appelé ailleurs, généralement au pire moment. Quant à son ami et collègue Craig Pomeroy, il partage son temps entre son activité d'avocat et les secours. En gros, il gagne sa vie dans un bureau, mais il revient constamment vers un métier moins prestigieux et beaucoup plus dangereux, parce que c'est là qu'il a le sentiment d'être utile. Et puis, l'accroche est assez simple, on va utiliser de jeunes recrues qui permettront de découvrir l'univers sans que les personnages passent leur temps à expliquer leur travail face à la caméra. On a Shawnee MacLaine qui doute et qui doit apprendre qu'une victime en train de se noyer ne se comporte pas comme un mannequin d'entraînement, et puis Eddie Kramer qui cache un passé de petit délinquant. En gros, les sauveteurs sont des professionnels dont le métier déborde sur le reste de leur existence. Et même les maillots de bain suivent cette logique. Alors, ils sont rouges, près du corps, et personne n'ira dire que la production a choisi les habitants les moins photogéniques de la Californie, mais aussi courts soient-ils, ces costumes ressemblent en fait à de véritables équipements de secours. Il faut pouvoir courir avec, nager sans les perdre, et ramener une victime sans que le maillot décide de terminer l'intervention tout seul. Donc on cherche pas à cacher les corps, mais on les a simplement pas encore placés au centre du projet. Enfin, pas dans la copie prévue pour NBC. Parce que pendant que les Américains reçoivent un téléfilm suffisamment familial pour être diffusé en première partie de soirée, les producteurs vont tourner des scènes destinées à une éventuelle version européenne, avec une séance photo topless observée à distance par les sauveteurs avec des jumelles. D'autres plans de nudité auraient été réalisés avant d'être retirés de la version finale. Et ça, c'est le genre d'anecdote qui pourrait ressembler à un simple bonus de tournage un peu graveleux, mais elle révèle que les producteurs ont déjà compris quelque chose d'essentiel. La série peut être vendue de deux façons. Aux États-Unis, elle raconte un métier dangereux et les familles de ceux qui l'exercent, mais à l'étranger, la plage et les corps peuvent devenir des promesses au moins aussi importantes que les sauvetages. Pour l'instant, cette ambiguïté fonctionne. Le téléfilm trouve son public et NBC commande une première saison. Sur le papier, Alerta Malibu paraît presque économique. Il faut une plage, quelques tours de surveillance, des acteurs en maillot et beaucoup de lumière naturelle. Alors, on pourrait croire qu'il suffit de poser une caméra face au Pacifique et d'attendre que la série se fabrique toute seule. Mais en réalité, chaque scène demande une logistique totalement disproportionnée. Il faut transporter le matériel sur le sable, sécuriser les zones de baignade, coordonner les bateaux, surveiller les courants, et puis recommencer dès qu'une vague arrive au mauvais moment. Sans parler du fait que le vent couvre les dialogues, l'eau déplace les acteurs, et le soleil change la lumière en pleine prise. Contrairement à un décor de commissariat, personne ne demande à un mérou de reprendre sa marque. Mais curieusement, cette difficulté se voit pas vraiment à l'écran. Les personnages ont l'air de travailler dans une Californie dont la météo aurait signé un contrat avec l'office de tourisme. Et pourtant, leur pire ennemi, c'est le froid. L'eau de la baie de Santa Monica dépasse rarement les 15 degrés. Alors les acteurs grelottent entre deux prises alors qu'ils devraient avoir l'air d'être accablés de chaleur. Donc on les asperge pour simuler la transpiration. Et ça leur donne encore plus froid. Ah oui, le tournage, c'est pas un été sans fin, c'est un entraînement commando. Et le pire, c'est que dès que l'équipe s'éloigne du bord, ça se complique encore plus. Pendant une scène, un comédien engagé pour simuler une noyade nage en fait assez mal, contrairement à ce qu'il a écrit sur son CV. Et après plusieurs prises, il perd ses moyens et commence vraiment à paniquer. Les acteurs devront le maintenir hors de l'eau pendant que l'équipe va mettre plusieurs secondes à comprendre que la scène n'est plus jouée. Et les cascades augmentent encore plus le risque. Certaines scènes imposent de sauter depuis un bateau lancé à pleine balle. Sauf qu'à grande vitesse, l'eau, ça se comporte comme du béton. Et l'une des doublures se casse une jambe. Le pire, c'est que c'est le genre d'image qu'on voit que quelques secondes dans l'épisode. Mais la préparation, elle, va mobiliser des techniciens, des professionnels de la sécurité, et parfois des dizaines de tentatives pour obtenir
un plan exploitable. Mais avouons-le, ça donne en fait une apparence assez spectaculaire à la série. Les vagues sont vraies, les bateaux aussi, et les acteurs font pas semblant d'être dans l'eau. Seulement, tout ça a un prix. Bonan a tout de même accepté certaines demandes de la chaîne. Les sauveteurs doivent enquêter sur des trafiquants, des agresseurs, même sur un meurtrier. On est dans le drame. Jill Riley, l'une des membres les plus expérimentés de l'équipe, est attaquée par un requin. Elle est ramenée vivante sur la plage, mais elle meurt de ses blessures. En fait, l'actrice avait demandé une augmentation. Et quand on connaît la suite, cet épisode paraît presque appartenir à une autre série. Et pour l'avoir revu lors de la préparation de cette vidéo, la première saison c'était plutôt pas mal. Ça ressemble un peu à Urgence, toute proportion gardée. Mais malheureusement, les audiences sont décevantes. Alors attention, contrairement à ce qu'on lit trop souvent, la première saison d'Alerta Malibu n'est pas totalement un échec. Mais elle est surtout trop chère pour ne pas être un succès évident. NBC décide donc de couper les ponts et de s'arrêter là. Sauf qu'au moment précis où les États-Unis délaissent la série, les épisodes commencent à circuler ailleurs, notamment en Allemagne. Souvenez-vous, le pays où David Hasselhoff est bien plus qu'un acteur, c'est une légende. La même année, son single Looking for Freedom atteint la première place des ventes à Berlin et va y rester pendant plusieurs mois. Et quelques semaines après la chute du mur de Berlin, il va chanter devant la porte de Brandebourg, installé dans une nacelle avec un blouson couvert de lumière. Alors forcément, des chaînes de télé allemandes vont se laisser dire que n'importe quelle série avec David Hasselhoff pourrait cartonner. D'ailleurs, ils sont prêts à mettre 400 000 $ par épisode. Donc à partir de là, David ne peut plus rester un simple interprète. Il va obtenir un poste de producteur exécutif et va donc préparer le grand retour de Mitch Buchanan. NBC a accepté de leur laisser les droits pour 10 $. Mais leur pari, c'est pas seulement de tourner une deuxième saison. Pour que ce modèle fonctionne, il faut que la série abandonne tout ce qui l'a fait couler. Alors au lieu de dépendre entièrement de NBC, ils vont la proposer directement à des chaînes locales américaines, tout en s'appuyant sur les diffuseurs étrangers. Et en contrepartie, la production doit réduire les coûts. Le casting est resserré, Craig disparaît et les personnages secondaires peuvent évoluer, mais Hasselhoff doit rester immédiatement identifiable pour tous les territoires où la série sera vendue. Même son fils va changer de visage. L'acteur Brandon Cole vient de signer un contrat pour Notre Belle Famille. La production cherche donc un nouvel acteur pour prolonger la relation entre Mitch et son fils. Et il paraît que Leonardo DiCaprio aurait fait partie des candidats sérieux. Problème, il est déjà ado et Hasselhoff aurait eu peur qu'un fils de cet âge le fasse paraître trop vieux. Ouais. Tout doit renforcer la lisibilité de Mitch et surtout garantir que l'univers puisse durer autour de lui. Pour les autres acteurs, la réalité est un peu moins spectaculaire. Les salaires démarrent à 1 500 $ par épisode, ce à quoi il faut retirer le pourcentage des agents, les impôts, l'abonnement à la salle de sport et la potion magique qui permet de rester musclé. Donc certains jouent carrément à perte. Et puis, pour que cette formule tienne, il faut encore résoudre un problème très concret. Donner l'impression que la série est devenue plus spectaculaire, alors qu'elle dispose de moins d'argent pour les bateaux, les cascades et les scènes tournées au large. Et encore une fois, c'est Gregory Bonan qui va apporter la solution. Il suffit de ralentir le temps. Quelques secondes de course peuvent être étirées, magnifiées et transformées en moments héroïques sans la moindre embarcation. Une habitude qu'il avait pris dans ses documentaires sportifs, notamment lorsqu'on filmait des sprinteurs. À vitesse normale, il traverse l'écran en quelques secondes, mais une fois le mouvement étiré, chaque foulée paraît plus puissante et l'effort devient spectaculaire à lui tout seul. C'est exactement ça qu'il faut pour Alerta Malibu. Une simple course sur la plage ne demande ni explosion ni décor supplémentaire. Elle est déjà tournée. En fait, la contrainte économique vient de créer la future signature de la série. Alors, la deuxième saison fonctionne plutôt bien. Elle s'éloigne du côté drame réaliste pour aller vers le paysage de fantasme. Et même si les sauveteurs de Malibu sont pour la plupart jeunes et sexy, son principal argument charme n'arrivera qu'en 1992 avec la saison 3. Elle a 25 ans, elle est blonde et ses formes vont faire rêver toute une génération. Son nom, Pamela Anderson. Quelques années plus tôt, elle n'était encore qu'une spectatrice dans les tribunes d'un match de foot au Canada. La caméra du stade la montre sur l'écran géant avec un t-shirt portant le logo d'une marque de bière. Le public réagit, la marque aussi, et à partir de cette seule apparition, Pamela va devenir un visage publicitaire, puis un modèle pour Playboy. Elle rejoint Los Angeles et commence à apparaître à la télévision, notamment dans Marier 2 enfants ou Papa bricole. En fait, elle a un peu le symptôme d'une idée assez américaine. Une simple image peut vous rendre célèbre avant même que le public sache ce que vous faites. Et Alerta Malibu fonctionne exactement de la même manière. D'ailleurs, David Hasselhoff aurait d'abord refusé l'actrice, au prétexte que sa volumineuse poitrine pourrait lui voler la vedette. Et quelque part, il avait raison de se méfier, hein. Son personnage, C.J. Parker, reste pourtant assez classique. C'est une sauveteuse compétente, généreuse, parfois naïve, avec des histoires sentimentales destinées à alimenter les épisodes entre deux interventions. Pas de quoi en faire une star internationale en fait. Des bimbos, il y en a déjà eu d'autres avant et après. Mais lorsque sa plastique de femme rêvée est filmée au ralenti,
le monde semble s'arrêter autour d'elle. Ce qui avait été pensé comme un outil au service des sportifs prend alors une toute autre dimension. Le balancement de ses mèches de cheveux, les mouvements de ses générosités, le public masculin y voit un objet de fantasme. D'ailleurs, la légende raconte qu'en Islande, la série va faire l'objet de nombreuses plaintes parce que les sous-titres recouvraient certains détails à l'écran. Et à partir de là, le programme change de nature. Les sauvetages continuent, mais ils ne suffisent plus à expliquer ce que le public vient chercher. Une partie des téléspectateurs n'attend pas seulement de savoir qui va sortir de l'eau. Non, on attend l'apparition de Pamela. La production comprend très vite qu'elle tient une véritable icône. Alors les maillots de bain rouges vont évoluer, ils conservent l'apparence générale d'un uniforme, mais leur fonction devient de plus en plus visuelle. Mais Pamela n'est pas seule. Pour le public féminin, la production a engagé le jeune David Charvet, un Français de 19 ans dont l'expérience se limitait à quelques pubs pour Coca-Cola. Les audiences de la saison 3 deviennent donc démentes. Le fabricant de jouets Mattel va même proposer des versions de Barbie en uniforme de plage. C'est Barbie, alerte à Malibu, qui surveille la mer. Un dauphin en danger! Il faut le sauver. Ouf, le voilà libre! Cette héroïne, c'est Barbie. Écoute bien, le dauphin la remercie. Il n'y a que Barbie Alerte à Malibu pour t'amuser comme ça, par Mattel. Forcément, les ventes explosent. Mais certains acteurs ont aussi un véritable lien avec l'océan, comme Kelly Slater, qui n'a pas besoin de prétendre savoir surfer. Alors, il n'est pas encore le champion incontesté de la discipline, mais sa présence donne une vraie crédibilité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la série en a grand besoin, parce que les scénaristes vont parfois très loin dans le délire, comme dans un épisode en 2 parties où nos héros partent sur les traces d'une pieuvre géante voleuse de planches de surf. Je sais pas ce qu'ils ont pris, mais j'aimerais bien goûter. Et pourtant, ça change rien au succès de la série. En fait, le public n'exige pas que chaque intrigue soit crédible. Il veut retrouver un univers assez stable pour accepter presque n'importe quoi à l'intérieur. Mais la gloire n'est pas toujours facile à porter. La relation de Pamela Anderson avec le batteur de groupe Motley Crue, Tommy Lee, est vue quasiment comme une sitcom. Chaque semaine apporte son lot de photos volées. L'homme est violent et n'hésitera pas à détruire la loge de l'actrice en réaction à des scènes jugées trop intimes. Et leur mariage, en 95, est une véritable campagne de publicité gratuite pour la série. Évidemment, ce n'est pas la seule actrice. Il y a aussi Yasmine Blitz, qui incarne Caroline Holden, ou sa sœur Stéphanie, jouée par Alexandra Paul. Interdiction de grossir, les mensurations sont régulièrement vérifiées. Et le phénomène continue de prendre de l'ampleur, jusqu'à atteindre 1 milliard de téléspectateurs. La production décide donc de passer la seconde avec un spin-off intitulé Baywatch Nights, ou un privé à Malibu en français. Mitch Buchanan enfile enfin une chemise pour résoudre des enquêtes. Mais cette fois-ci, les chiffres ne sont pas à la hauteur. Alors pour sauver les meubles, la production tente de surfer sur le succès d'X-Files en injectant de grosses doses de paranormal. Monstres marins, momies, vikings gelés depuis plus de 1000 ans, les scénarios ne vont rien nous épargner. D'ailleurs, on y retrouve les frères Ice, qui rempliront les salles bien des années plus tard avec la saga Conjuring. Et puisque la bouillabaisse ne prend pas, la production retourne à ce qu'elle sait faire de mieux. Des sirènes aguicheuses. En coulisses, l'ambiance est de plus en plus tendue. Les Playmates jouent des coudes pour prendre la lumière. L'une des actrices n'hésite pas à se faire refaire la poitrine en plein tournage d'un épisode pour égaler celle de Pamela Anderson. Donc le réalisateur va être obligé d'enchaîner les plans serrés pour éviter les faux raccords. De toute façon, Pamela est sur le départ. La vidéo de sa nuit de noces, volée lors d'un cambriolage, a fait le tour du monde. Officiellement, elle souhaite se concentrer sur sa famille, mais en réalité, le monstre médiatique a fini par la dévorer. Hollywood lui promet un pont d'or avec le film Barbed Wire et puis la série VIP. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il faut trouver une remplaçante pour C.J. Parker. Et c'est la jeune Carmen Electra qui est choisie. Problème, elle est loin d'être aussi à l'aise dans l'eau que ce que son agent affirmait. Alors la production hésite à s'en débarrasser, mais finira par lui imposer un entraînement intensif. Le fossé entre la promesse d'une série sur des héros du quotidien et le maquillage impeccable des personnages va devenir l'objet de nombreuses moqueries. Jay Leno en fait régulièrement une cible dans son Tonight Show. Et même quand Chandler et Joey de la série Friends sont montrés comme de grands fans d'Alerte à Malibu, c'est pour mieux caricaturer les excès d'une époque. J'ai toujours dit qu'il fallait les faire courir. Courir en permanence. Cours! Cours! Mais le plus surprenant, c'est que malgré les scénarios inconcevables et les processions de bimbo, la série ne se parodie jamais elle-même. Lorsqu'une menace apparaît, Mitch la traite avec la même gravité, qu'il s'agisse d'une noyade, d'un criminel
ou d'une pieuvre ayant décidé de voler du matériel de surf. Cette sincérité autorise presque tout. On verra donc Mitch se débarrasser d'une anguille géante avec un défibrillateur, Mitch qui adopte un orang-outan, ou Mitch qui rêve de devenir un chanteur célèbre, l'occasion de ressortir les images de David Hasselhoff dans son costume lumineux à la porte de Brandebourg. En fait, le public peut rire de la série sans que la série lui demande de rire avec elle. Et pourtant, à la fin de la décennie, son modèle économique commence à s'essouffler. Tourner à Los Angeles coûte de nouveau trop cher, tellement que les ventes internationales ne suffisent plus à compenser les hausses de budget. La production va donc chercher une plage moins chère avant que la situation ne devienne irréversible. Une nouvelle version est envisagée autour d'Avalon, près de Sydney. Baywatch Down Under. L'équipe part donc tourner le pilote en Australie, mais sur place, les habitants ont une toute autre lecture du projet. En fait, ils craignent que la série attire une foule de curieux dans un environnement qui ne peut pas absorber une production aussi visible sans en subir les conséquences. Et l'opposition prend rapidement de l'ampleur. 1700 personnes participent à une réunion publique sur le sujet. Les autorités locales finissent par limiter la possibilité de tournage au point de rendre l'installation quasiment impossible. Le projet australien est donc abandonné. Les sauveteurs viennent d'être coulés par un kangourou. Donc la production doit trouver rapidement une autre solution, et elle va venir d'un autre petit paradis, Hawaï. Le 50e État a l'habitude d'accueillir des séries. C'est là-bas qu'on a tourné Magnum. Eux, ils n'ont pas peur des touristes, ils savent que Mitch Buchanan peut faire mieux que n'importe quelle campagne de pub. Des aides financières sont donc mobilisées pour attirer la production. En échange, le tournage doit créer des emplois locaux et faire travailler des équipes techniques dans l'archipel. Et en 99, Alerta Malibu devient officiellement Baywatch Hawaii. Bon, il faut quand même justifier pourquoi Mitch Buchanan abandonnerait la côte qu'il protège depuis 10 ans, donc les scénaristes vont commencer par le briser. Son fils est parti, sa vie sentimentale est en ruine, et Mitch paraît épuisé par un métier qui lui demande de sauver tout le monde, sans jamais lui permettre de conserver ce qu'il avait construit. Il part donc à Hawaï pour prendre du recul. Alors, pour une personne normale, genre moi, ça voudrait probablement dire prendre quelques jours de repos et éventuellement commander des boissons servies dans un ananas. Mais à peine arrivé, Mitch participe à un sauvetage et décide de créer un centre international chargé de former les meilleurs sauveteurs. Évidemment, la série profite de cette relance pour renouveler quasiment entièrement son équipe. Et parmi les nouveaux venus figure un certain Jason Momoa, encore très loin des rôles qui feront de lui une star mondiale, mais au moins il n'a pas eu besoin de prouver qu'il savait nager pour le casting d'Aquaman. Malgré tout ça, David Hasselhoff a bien du mal à supporter la vie loin de sa famille et des projecteurs d'Hollywood. Il veut partir, ce que déplore la production. Les scénaristes vont donc lui organiser une sortie suffisamment spectaculaire pour laisser toutes les options ouvertes. Mitch est pris dans une explosion sous-marine et son corps n'est pas retrouvé. S'il revient pas, Mitch peut être considéré comme mort. S'il revient, il suffisait de me le chercher. La série continue donc sans lui. Mais pour la première fois depuis sa création, elle doit prouver que la formule peut survivre sans l'homme autour duquel elle a été construite. Et malheureusement, les audiences s'effondrent. La production s'arrête donc en 2001 après plus de 240 épisodes. Et 2 ans plus tard, le téléfilm Mariage à Hawaï réunit plusieurs anciens visages autour de Pamela Anderson et ramène Mitch Buchanan, qui avait donc survécu à son explosion sous-marine. Surprise, le plus fou, c'est qu'au fil des rediffusions, on a fini par oublier la quarantaine d'acteurs réguliers, les naufrages et les noyades. Tout ce qu'il reste, c'est le ralenti, le maillot rouge et le petit rire idiot qu'on a tous quand on se retrouve à regarder Pamela Anderson sur le canapé du salon à côté de sa grand-mère. Alors pour le grand retour de la licence en 2017, Hollywood a bien compris qu'il était devenu presque impossible de reprendre Alerta Malibu au premier degré. Le film transforme donc la série en comédie d'action avec Dwayne Johnson, The Rock et Zac Efron, tout en conservant les éléments qui avaient fait sa marque. David Hasselhoff et Pamela Anderson apparaîtront même pour valider le passage de témoins. Mais le film révèle aussi une limite. On peut reproduire l'apparence d'Alerta Malibu, mais on ne peut pas recréer les conditions qui l'ont rendu incontournable. Aujourd'hui, plus besoin d'attendre le mercredi après-midi pour voir des pin-up en maillot de bain. Elles sont partout sur les réseaux sociaux. Alerta Malibu avait passé des années à sauver des gens de la noyade, mais son véritable exploit aurait été de fabriquer une image incapable de couler. Et vous, que retenez-vous de la série? Le jeu de Pamela Anderson? Les courses au ralenti de Mitch Buchanan? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je suis sûr qu'il y a matière à débat. Je sais que vous appréciez beaucoup les vidéos consacrées aux séries cultes de notre jeunesse, alors je ne peux que vous conseiller la vidéo sur Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, ou encore celle sur Demain à la Une. Je suis sûr qu'elles réveilleront pas mal de souvenirs. Je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment important, et lâchez votre meilleur pouce en l'air si Alerta Malibu vous a fait frissonner. Vous pouvez également booster si vous êtes sur tablette ou mobile. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.